mix de plein de choses à parler. Fait que je vais vous présenter ça. Est-ce que ça marche? J'ai un seul conflit d'intérêt. C'est lui. C'est rarement un conflit, surtout un intérêt. Donc, mon mari a une tumeur neuroendocrine. J'ai fait quelques objectifs pour la présentation. Je vais parler un peu de l'impact de la maladie sur les dents naturelles. Ma première partie va porter sur les dents naturelles. Je vais parler un peu comment éviter l'anxiété et la déprime chez les dents naturelles. Je vais vous faire un très bref résumé du congrès de la INETS à laquelle on a participé, Simon et moi, cette année. Puis, mon Dieu, il y a des drôles de bruit ici. Puis, je vais vous parler un peu du rôle du médecin de famille vis-à-vis les tumeurs neuroendocrines. Qui suis-je? Donc oui, je suis médecin de famille, omnipraticienne de formation. Moi, je fais de l'urgence à temps plein, donc je n'ai pas de patients à moi, mais j'en vois beaucoup. Je suis impliquée dans l'enseignement, l'évaluation des étudiants en médecine, des résidents à l'Université de Montréal puis à l'Université McGill. Cette année, j'ai commencé à être tuteur dans la phase d'endocrinologie pour l'Université de Montréal. J'essayais de me remémorer qu'est-ce qu'on avait comme formation sur les tumeurs neuroendocrines et j'ai répondu à ma propre question. Il n'y avait pas grand-chose. Je suis membre nouvellement depuis cette année là, sur le comité scientifique de Cincinnati Canada et je suis aidante naturelle de mon amoureux Simon. Et je suis surtout la maman de 2 petites princesses. Donc, la partie 1 sur les aidants naturels. Qu'est-ce que ça change dans la vie d'avoir un diagnostic de cancer? C'est sûr que universellement, je pense que c'est vu comme un événement de vie négatif. Qu'est-ce que ça change? Bien, ça peut changer si on travaillait, on peut peut-être plus travailler, moins travailler. Si on avait des voyages de prévus, peut-être qu'on peut plus le faire. Peut-être qu'on doit changer d'occupation, changer de loisir. C'est sûr qu'au Québec, au Canada, on est chanceux, on a de l'assurance maladie qui couvre la plupart des frais de santé. Par contre, si on doit arrêter de travailler, se mettre en invalidité, ne pas avoir d'invalidité, bien, ça peut changer quand même la situation financière. Ça peut changer la routine quotidienne, ça peut changer ce qu'on peut manger, ce qu'on ne peut pas manger, comment on peut dormir. On doit prendre des médicaments, on ne doit pas oublier de les apporter quand on sort. On doit trouver les toilettes si on a besoin d'aller à la toilette plus rapidement que d'autres personnes. Ça peut changer un peu la perception qu'on a de soi, la perception qu'on a avant, après une chirurgie, la perception qu'on a de notre corps qui n'a pas été à la hauteur de ce qu'on s'attendait. Ça peut changer notre perception de la vie. Pourquoi la vie m'a fait ça à moi? Pourquoi je m'en allais à quelque part? Pourquoi je n'ai pas été capable de me rendre là sans que ça m'arrive? Ça peut changer la perception qu'on a des autres. Pourquoi pas les autres? Pourquoi moi? Puis ça peut changer les plans d'avenir, ça peut changer ce qu'on va faire dans le futur avec les gens qu'on a autour de nous. Ça, c'est le patient. Je pense que ça change aussi quelque chose pour les autres qui sont autour du patient, les proches aidants. Il y en a beaucoup dans la salle ici. Et là, je ne parle pas juste des amoureux, amoureuses, je parle des enfants, des parents, des amis, des infirmiers, des professionnels de la santé qui sont autour du patient. Là aussi, c'est vu comme un événement de vie négatif dans la vie du proche aidant. Pour le proche aidant, ça change aussi le mode de vie. Ça peut changer les buts personnels qu'on avait. Ça peut changer les buts communs qu'on avait avec la personne aimée. Ça peut changer la perception qu'on a maintenant de l'être cher dont on prend soin. Ça peut changer notre propre perception de la vie. Pourquoi c'est arrivé à notre être cher? Est-ce que moi, ça va m'arriver? Puis, ça change un peu les responsabilités qu'on a. Ça nous apporte des nouvelles responsabilités. J'ai cherché un peu la définition de proche aidant. Peut-être vous allez me dire, moi, je ne suis pas aidant naturel, je ne suis pas rendue là, je n'ai pas besoin de le doucher. Selon le gouvernement du Québec, c'est quelqu'un qui prend soin sans être rémunéré d'un proche qui a une déficience mentale ou physique grave. Selon le regroupement des aidants naturels du Québec, c'est quelqu'un qui assure volontairement des soins, des services sans rémunération à une personne de leur entourage ayant une ou des incapacités temporaires ou permanentes et pour laquelle elles ont un lien affectif. Je trouvais que c'était beaucoup de blabla. J'ai pensé à ma propre définition et j'ai pensé à ça. Mais là, détrompez-vous, vous n'êtes pas Dumbo. Dumbo, c'est la personne atteinte de tumeur neuroendocrine. C'est un personnage merveilleux qui travaille d'arrache-pied pour faire un truc extraordinaire, survivre, combattre et vivre avec sa maladie. Vous êtes plutôt Timothée.
la petite souris. Je ne sais pas s'il y en a qui ont l'histoire de Dumbo en mémoire, mais la petite souris, elle avait un but dans la vie, là, manger des cacahuètes puis se cacher dans son trou. Mais elle a changé complètement son mode de vie pour venir en aide à son Dumbo. Il a changé ses buts personnels. Hein. Il a décidé qu'elle allait aider son ami à être heureux, à retrouver sa maman, à voler, à ne pas trop se faire niaiser. Il a trouvé des nouveaux buts communs avec son ami, puis il a surtout trouvé de nouvelles responsabilités. Donc, pour les prochaines slides, je vais surtout parler des Timothées dans la salle, mais les Dumbo, vous pouvez écouter pareil, là, ça va aider pour la mémoire. Donc, c'est quoi les rôles d'un proche aidant? Tantôt, je parlais de doucher le Dumbo, mais tu sais, un proche aidant, ça a plusieurs rôles. Premièrement, c'est un rôle, oui, souvent, c'est ça qu'on imagine dans notre tête quand on parle d'un proche aidant, donc au niveau des activités de la vie quotidienne, c'est-à-dire l'aider à s'habiller, manger, se laver, aller aux toilettes, se déplacer, faire des transferts. Bon, la plupart des gens ici, je pense, qui sont autonomes, même s'il pourrait y avoir dans la salle un proche aidant qui est ici seul en support pour son Dumbo à la maison. Il peut aussi y avoir en fait de l'aide au niveau des AVD, donc des activités de la vie domestique. Là, on élargit un petit peu plus. Donc, cuisiner, faire le ménage, gérer les médicaments, aller à la pharmacie, faire le lavage, le magasinage, gérer les finances, appeler, recevoir des téléphones, transporter notre ami à l'hôpital, transporter pour aller whatever où. Accompagner notre proche dans sa maladie, donc être là au jour le jour quand les symptômes apparaissent, au jour le jour quand les mauvaises nouvelles arrivent, puis les bonnes nouvelles aussi. Puis apporter du support, donc être là quand ça va moins bien, être une épaule sur laquelle notre proche peut s'appuyer. Qu'est-ce que ça peut faire comme effet psychologique chez le proche aidant d'avoir un proche atteint de cancer? En fait, il y a 3 répercussions principales. On peut avoir une humeur anxieuse en réaction à ça. On peut avoir une humeur dépressive. Et dans la littérature, ce que j'ai lu, c'est qu'il y a quand même certaines personnes qui peuvent avoir un sentiment de valorisation qui accompagne ça, puis de gratification parce qu'ils se sont trouvés quelque chose à faire, puis quelqu'un à aider. Fait que la dernière, c'est quand même assez positif. On va laisser ça comme ça. J'espère que ça peut rester comme ça si quelqu'un se sent ainsi. On va surtout s'attarder aux 2 premiers pour essayer de voir qu'est-ce qui fait qu'on se sent comme ça, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour moins se sentir ainsi. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on se sent anxieux quand on a un événement de vie comme ça, difficile? En fait, c'est qu'on avait des objectifs initiaux, au départ, peut-être avant, pendant, près du diagnostic. Puis ces objectifs de vie-là deviennent inatteignables. Alors ça cause beaucoup d'anxiété. On se sent nerveux, on ne se sent pas bien. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, on a une mauvaise nouvelle, on doit pouvoir avancer, mais on ne peut plus y arriver, ça ne peut plus exister, c'est inatteignable. Comment on fait pour se sortir de ça? Bien, on essaie d'enlever ces objectifs-là de notre tête. On essaie de faire le ménage. Mais si on reste sans objectif et qu'on ne fait que vivre sans objectif, bien, vivre la vie sans objectif, on s'entend que c'est assez dole. Ça rend déprimé. On s'entend, qu'est-ce que ça sert de vivre si on n'a pas d'objectif, si on n'a rien à faire, si on ne peut plus se rendre où on ne sait pas où on s'en va. Et là, on peut devenir triste, devenir déçu, avoir une humeur dépressive. Si on est capable de se réengager dans des nouveaux buts qui sont atteignables cette fois, bien, c'est là qu'on peut essayer de s'en sortir sans avoir trop d'humeur anxieuse, trop d'humeur dépressive. Facile de même sur une slide. Moi, j'ai réfléchi quand même beaucoup. Je suis partie d'un article, en fait, pour vous présenter ça. Puis j'ai réfléchi un peu à moi, qu'est-ce que j'avais fait comme cheminement depuis le début du diagnostic de Simon. Puis je vais vous présenter mon propre diagramme. Puis je vous encourage à essayer de faire le vôtre, c'est vraiment pas facile. Fait qu'au départ, moi, quand on a eu le diagnostic, ce que j'ai pensé, là, bien, premièrement, moi, je voulais trouver un remède au cancer neuroendocrinien. Puis revenir dans le passé pour avoir un diagnostic plus tôt, comme ça serait comme vraiment plus simple. T'sais. Mais ça, c'est quand même assez anxiogène pour moi parce que ce pas des objectifs qui étaient faisables, inatteignables. J'ai quand même été capable de mettre un X là-dessus, puis je pense que pendant un moment, je me sentais moins bien, j'étais plus déprimée. Hein, on s'en va où avec tout ça? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on fait? Et finalement, j'ai été capable de me réengager dans quelque chose d'un peu plus atteignable comme but pour essayer de revenir sur la bonne track, comme on dit,
Donc, je peux accompagner mon mari physiquement, moralement dans sa maladie. Je peux renseigner mes collègues médecins de famille sur les tumeurs neuroendocrines. Je pense qu'il y a de la place pour le faire. Je peux m'impliquer dans CINETS Canada. Je peux participer aux 5 km. Cette année, je me suis impliquée pour ramasser des fonds pour CINETS Canada. Et surtout, je peux essayer de garder mes petites cocottes heureuses malgré tout. Fait que je vous invite à essayer de le faire de votre côté. Je pense que c'est un travail intéressant. Fait en résumé, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de se désengager des buts antérieurs qui sont maintenant inatteignables, puis de se réengager dans de nouveaux buts qui sont plutôt positifs. Qu'est-ce qui rend la chose plus difficile pour certains proches aidants? Parce qu'il y en a qui trouvent ça plus difficile que d'autres. C'est sûr que si de notre côté, on a d'autres choses qui nous demandent du temps et de l'énergie, bien, ça peut être déjà plus difficile. Donc, si on est déjà proche aidant pour quelqu'un d'autre, des parents, une sœur, un enfant, si nous-mêmes, on a des propres problèmes de santé, si on a d'autres rôles demandants, parents, grands-parents, je ne sais pas, peut-être qu'on gardait les petits-enfants, si on travaille en même temps, c'est sûr que tout ça, ça rend la chose plus difficile. Mais maintenant que vous savez, vous pouvez surmonter, parce que savoir, c'est pouvoir surmonter. Okay? Fait que quand on sait que c'est plus difficile, bien, on est capable de s'organiser pour essayer de se trouver des petits trucs pour s'en sortir plus facilement. Comment on fait ça? Il faut prendre du temps, il faut prendre le temps, il faut lire, se renseigner. Je pense qu'il faut en parler. C'est pas tout le monde qui a le besoin, mais je pense que dans le fond, peut-être. On peut en parler au proche qui est atteint, on peut en parler à un autre proche, des fois une personne un peu plus neutre. On peut parler au groupe de support. Je pense que ça, c'est des super bonnes places pour aller discuter avec d'autres proches aidants qui ont les mêmes problèmes que nous. On peut parler, si vous avez la chance d'avoir un professionnel de la santé qui peut vous suivre, qui peut vous écouter. Si jamais vous avez une urgence suicidaire chez vous, chez votre proche, ça, c'est le numéro pour suicide au Québec. Sinon, le 911, c'est toujours la bonne place pour appeler s'il y a vraiment une urgence rapide. Faut prendre soin de soi autant que de l'autre. Il faut manger, dormir, relaxer, garder des loisirs, continuer à faire de l'exercice et ne pas oublier de rire. C'est correct de dire non quand on en a le besoin. Il faut connaître ses propres limites, puis les respecter. Il faut être fier de ce que l'on fait puis ce qu'on apporte à notre être cher. Et finalement, il ne faut pas oublier que nous aussi, on peut s'entourer de d'autres gens pour s'aider. Donc, entourez-vous puis reconnaissez quand vous aussi, vous avez besoin d'aide. Puis avec tout ça, bien, j'espère que vous et votre Dumbo, vous allez être capables de voler. Fait que ça, c'est la fin de ma première partie. La deuxième partie, je vais parler de INETS, qui est l'Association européenne des tumeurs neuroendocrines. Il y avait un congrès à Barcelone du 4 au 10, ben c'était du 4 au 6, ou je me souviens plus, du 5 au 9. C'était 3 jours de congrès cette année. Ça, c'était, je pensais comme ça que c'était Barcelone en mars, mais ça ressemblait plus à ça. Mais c'était quand même mieux qu'au Québec. Donc, INET, c'est l'European Neuroendocrine Tumor Society. Ça existe depuis 2004. Il y a maintenant 1200 membres. Il y a des expertises très variées. Il y a des oncologues, des pathologistes, des radiologistes, des nucléistes, des endocrinologues, des chirurgiens et au moins un médecin de famille. En fait, l'objectif de INET, c'est d'améliorer la qualité des soins offerts aux patients avec des tumeurs neuroendocrines en coordonnant la recherche. En Europe, il y a beaucoup de cloisonnement au niveau des pays, mais ils sont capables avec ça d'aller se regrouper. Ils offrent des journées d'éducation pour les professionnels de la santé. Ça augmente les échanges entre les spécialistes de différents hôpitaux, différents pays. Depuis 2009, ils donnent parfois la mention, en fait, ils donnent des mentions de centres d'excellence en traitement des tumeurs neuroendocrines. Puis, en ce moment, il y a une 50aine de centres en Europe. En fait, pour être un centre d'excellence, là, ils ont comme beaucoup de critères. Il y a à peu près un document de genre 50 pages de critères, mais ils doivent traiter une certaine quantité de patients avec tumeurs neuroendocriniennes, avoir accès à certains outils diagnostiques, genre le gallium, avoir accès au pré-RRT, avoir un certain nombre de spécialistes, avoir un certain nombre de références de l'extérieur. Puis ça amène des bénéfices pour le centre, ça amène des bénéfices pour les patients du centre. Je vous parle de ça parce que cette année, leur grande nouvelle, c'était qu'il y a un premier centre qui est apparu hors de l'Europe, aux États-Unis. Puis là, je vous ai mis une petite map parce que je n'étais pas sûre, moi, c'était où. C'est en Iowa.
Fait que, dans le fond, c'est le premier centre à l'extérieur. Je ne sais pas si ça va faire des petits ici au niveau de l'Amérique du Nord. On verra dans les prochaines années. C'est sûr que je ne peux pas vous résumer 3 jours de conférence en 15 minutes. Fait que je vais brièvement passer par-dessus les sujets qui ont été parlés. Mais il y a 2 petites conférences que je trouvais un petit peu plus pertinentes pour vous, dont je vais vous décrire un peu plus le contenu. Fait qu'en gros, là, ils ont parlé vraiment, ils sont partis du cellulaire, ils ont parlé de nomenclature, ils ont parlé un peu du rôle de la médecine nucléaire, en fait beaucoup, du rôle de la médecine nucléaire dans le traitement des tumeurs neuroendocrines, ils ont parlé d'épreuves diagnostiques, ils ont révisé beaucoup de littérature en termes d'investigation, de durée, qu'est-ce qu'on fait avec les biomarqueurs, des nouvelles thérapies qui s'en viennent, peut-être des thérapies anti-angiogéniques, ils ont parlé des aspects chirurgicaux, quand est-ce qu'on opère, quand est-ce qu'on n'opère pas, ils ont parlé des tumeurs neuroendocrines qui sont plus rares, comme le carcinome médullaire de la thyroïde. Ils ont parlé de la place de la chimiothérapie, dans quel sens qu'on fait tout ça là, quand on part avec une tumeur puis qu'on veut essayer de traiter, puis en gros, il n'y a pas vraiment de consensus. Là. INET a des guidelines, mais même dans les guidelines, il n'y a pas d'ordre comme vraiment arrêté dans quel ordre partir les traitements. C'est très patient dépendant et praticien dépendant. Il y a une étude, donc la première étude que je vais vous parler un peu davantage, c'est celle de Simona Glassberg, qui est une endocrinologue qui travaille à Jérusalem, sur la qualité de vie. Elle a commencé sa présentation en disant qu'ajouter la vie aux années, c'est aussi important qu'ajouter des années à la vie. Et je suis un peu d'accord beaucoup d'accord avec elle. Elle a fait un peu une revue de littérature sur qu'est-ce qui change la qualité de vie, puis qu'est-ce qui la change pas. Fait que c'est quoi les facteurs qui vont intervenir dans la qualité de vie si on parle seulement du côté de la santé? Il y a les facteurs du patient, donc au niveau physique, psychosocial, est-tu entouré, émotionnel, est-tu déprimé? Au niveau du médecin, du système, plus de la tumeur, quel type de tumeur elle est? Est-ce que c'est une tumeur fonctionnelle? Est-ce que les traitements sont disponibles? Est-ce que c'est stressant d'aller en obtenir ailleurs? Nous, on est chanceux au Québec, on a quand même accès à pas mal tout, mais si on habite dans le milieu... je ne sais pas, dans le fin fond de l'Ontario, ça peut peut-être être plus compliqué d'aller chercher des traitements. ECOG, ça, c'est comme la capacité fonctionnelle du patient et les comorbidités qui sont les autres maladies que le patient peut avoir. Tout ça, ça peut interférer sur la qualité de vie. Ensuite, elle a fait un tour un peu des médicaments qu'on donne aux patients avec tumeurs neuroendocrines. Puis, elle a regardé, pas si ça marchait pour la tumeur, mais si ça changeait vraiment la qualité de vie du patient. Donc, injection, les analogues de somatostatine, ça diminue les symptômes du syndrome carcinoïde et ça améliore la qualité de vie. Le PRRT semble améliorer la qualité de vie puis améliorer la performance fonctionnelle du patient dans la vie de tous les jours. Le Xarmello, dont on a brièvement parlé ce matin, qui est un nouveau médicament un peu plus pour le syndrome carcinoïde, semble améliorer la qualité de vie en diminuant la diarrhée puis en permettant aux patients de prendre un petit peu plus de poids, mais c'était une très petite étude. Pour l'instant, il semblait dire qu'il y en avait d'autres qui allaient venir à l'avenir pour la qualité de vie. On s'entend, je parle de qualité de vie. Everolimus, ça semble préserver la qualité de vie. Le sunitinib aussi, à part dans certains cas où ça peut peut-être empirer un petit peu la diarrhée. Là, ça diminue un peu la qualité de vie dans ces cas-là. Pour la chimiothérapie, pour l'instant, il n'y a pas de données, il n'y a pas d'études. Il y a le CAPTEM qui se demanderait le capecitabine temozolomide, la chimiothérapie qui peut se donner dans les tumeurs neuroendocrines du pancréas, qui pourrait possiblement avoir un effet, mais pour l'instant, il n'y a pas d'étude qui a été faite. La deuxième étude, en fait, la deuxième présentation que je vais vous résumer un peu plus profondément, c'est une étude présentée. Il y avait comme une espèce de symposium des infirmières. Puis souvent, dans ces symposiums-là, ils vont parler plus de nutrition, puis de l'aspect justement de la qualité de vie, ce qui touche vraiment les patients dans la vie de tous les jours. Puis ils ont parlé un peu des retombées psychologiques des tumeurs neuroendocrines. C'était une psychothérapeute qui travaille dans le Royaume-Uni qui présentait. Puis en fait, elle a dit... que selon une étude, c'était des questionnaires là, qui étaient donnés aux patients, il y avait à peu près 20% des patients avec tumeurs neuroendocrines qui ont déjà eu ou qui ont présentement des idées suicidaires. C'est pas banal, c'est un patient sur 5.
Puis souvent, c'est difficile pour les professionnels de la santé d'aller s'occuper ou adresser ça parce que le patient a un peu honte de ce sentiment-là, puis il ne va pas nécessairement en parler spontanément. Les patients avec tumeurs neuroendocrines ont des défis particuliers. Ils ne fitent pas vraiment dans la catégorie de cancer conventionnel. Oui, souvent on dit que c'est des tumeurs qui sont plutôt plus indolentes que les autres cancers, mais on dirait qu'on ne sait jamais quand est-ce que tout d'un coup ça va devenir une petite alarme rouge. Donc c'est non-prédictibilité. On ne peut pas deviner où on s'en va exactement. C'est plus rare que d'autres maladies. Puis ça amène le patient, dans certains cas, à être un patient expert. Si vous vous présentez dans une clinique, dans une salle d'urgence, bien probablement que le médecin qui est devant vous, il connaît moins la maladie que vous. Puis il peut y avoir des impacts familiaux à ce genre de tumeur-là parce que parfois, il y a des incidences génétiques aux tumeurs neuroendocrines. Dans le symposium des infirmières, il y avait d'autres conférences quand même pertinentes là, sur l'aspect sexuel de la qualité de vie, comment rester actif pendant le traitement du cancer, le traitement des métastases hépatiques, est-ce que ça change la qualité de vie, qu'est-ce que ça change au niveau social d'avoir des symptômes de tumeurs neuroendocrines quand il faut aller à la toilette tout le temps, souvent. En fait, ils ont parlé un peu du syndrome carcinoïde, comment on peut prendre en charge correctement ce syndrome-là. Ils ont parlé des tumeurs un peu plus rares qui sont les paragangliomes, puis les phéochromocytomes, puis ils ont parlé un peu de counseling génétique. Fait qu'au niveau des conférences, ça ressemble à ça. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de conférences très médicales que je vous parlerai pas là. Mais en gros, là, c'était vraiment des 3 bonnes journées, 3 grosses journées, puis il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. On a aussi été une journée, en fait, on avait une petite conférence de INCA, qui est l'International Neuroendocrine Tumor Alliances, puis CNET Canada fait partie de ça. Dans le fond, c'est un regroupement de toutes les CNET de tous les pays pour essayer de se mettre ensemble puis de faire quelque chose d'un peu plus gros, de plus international. Il y a un site Internet qui est bien fait. Là-dessus, en fait, il y a 2 choses que je voulais vous dire. Premièrement, il y a des ressources en français parce qu'il y a quand même des gens en France, en Belgique. Donc, si l'anglais, ce n'est pas votre langue maternelle ou votre langue secondaire plus éloignée, vous pouvez aller voir. Ça donne beaucoup d'informations en français. Donc, ça, c'est intéressant. Puis, l'autre petit message qu'on avait, parce qu'ils nous ont dit que, dans le fond, il y a un sondage, en ce moment, ça commençait aujourd'hui. C'est un sondage international pour les patients et pour les professionnels de la santé. Ça dure à peu près 15 minutes à répondre. C'est un questionnaire en ligne. C'est disponible en français et en anglais pour justement répondre sur votre perception de c'est quoi les défis dans l'accès au diagnostic et au traitement pour les tumeurs neuroendocrines. Donc, je vous invite à aller répondre à ce questionnaire-là. Puis, si vous êtes un professionnel de la santé et vous avez des patients qui ne sont pas dans la salle, vous pouvez aussi passer le message. Il y a une application qui existe. Si vous cherchez, je sais que ça fonctionne sur les iPhones, je ne suis pas sûre, sur les Android, il faudrait vérifier. Si vous cherchez Carcinoid Cancer Foundation, c'est une application quand même intéressante. Il y a 2 volets à l'application. Premièrement, on peut aller lire des histoires de d'autres patients. On peut aller mettre sa propre histoire. Puis deuxièmement, il y a tout un calendrier où on peut aller rentrer les symptômes qu'on a chaque jour si vous voulez les noter pour les apporter à votre médecin ou essayer de voir vous-même si vous avez des symptômes qui reviennent plus régulièrement que d'autres, bien, vous pouvez les rentrer dans l'application puis vous servir de ça. Là, c'est peut-être plus facile que d'une autre façon. L'autre chose, c'est eux qui chapeautent un peu la Journée internationale du cancer neuroendocrinien qui se passe à tous les ans le 10 novembre. Donc, la journée où la tour va être éliminée cette année. Fait qu'en résumé, pour INETS, là, c'est une conférence annuelle qui est vraiment intéressante. Je pense que les Européens, ça fait très longtemps qu'ils sont un petit peu plus en avance que l'Amérique du Nord là, sur les traitements. Puis, en gros, ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'autour de chaque ZEB, il y a beaucoup de monde différent, de différentes avenues qui travaillent ensemble, main dans la main, pour vous aider. Ce qui m'amène à ma 3e partie, donc le médecin de famille et les tumeurs neuroendocrines. Après le diagnostic de Simon, j'ai fait un très bref sondage maison autour des médecins que je côtoie à tous les jours. Et je vous dirais qu'il n'y a pas
Il n'y a pas beaucoup de connaissances dans la communauté médicale de première ligne sur les tumeurs neuroendocrines, puis ça revient souvent quand on parle avec les patients, quand on a les histoires de chacun de vous. Je pense que le médecin de famille a un rôle à jouer en amont. Ce qui revient souvent, c'est que c'est des symptômes non spécifiques. Ça prend beaucoup de visites avant d'avoir un diagnostic. Puis les diagnostics, à cause de ça, sont souvent tardifs. Mais on ne peut pas trouver ce qu'on ne connaît pas. C'est sûr qu'on ne peut pas, à une première visite, je pense, attraper une tumeur neuroendocrine, à moins qu'il y ait un scan déjà de fait, puis ça soit marqué dans le scan, là. Mais sinon, je pense qu'il faut informer les médecins de famille pour qu'ils soient capables de vous orienter de la bonne manière. Au moins, vous référer si les symptômes chitent peut-être avec une tumeur neuroendocrine. Deuxièmement, je pense que votre médecin de famille a un rôle en aval. Donc, il doit être capable de connaître un peu ça. Peut-être pas autant que vous, mais être capable de vous soutenir à travers la maladie chronique, les multiples investigations que vous allez avoir, les traitements au fil des années, puis peut-être les soins de fin de vie à la fin. Pour ça, je suis vraiment contente parce que j'ai approché mon association des médecins omnipraticiens du Québec. Puis on a une revue qui s'appelle Le Médecin du Québec qui est parue à chaque mois. Dans chaque revue, il y a une section formation continue de 5 articles écrits soit par des spécialistes ou des médecins de famille. Puis il y a un responsable de thème qui s'occupe de chapeauter tout ça pour gérer puis décider qu'est-ce qu'on met dans chaque article. Puis en novembre 2020, il va y avoir un article dont je vais être responsable, en fait, un thème qui s'appelle les cancers endocriniens. Ça ne sera pas juste sur les tumeurs neuroendocrines, mais c'est sûr qu'il va y avoir une place, au moins 1 ou 2 articles là-dessus. Donc, je suis vraiment contente. On est à peu près 8000 omnipraticiens au Québec. Puis, il y a 2500 personnes qui remplissent le post-test, ce qui veut dire qu'ils ont tous lu les 5 articles, ils ont répondu à l'examen, puis ils ont les crédits qui vont avec ça. Donc, il y a probablement un petit peu plus de médecins de famille que ça qui lisent peut-être partiellement certains articles, ceux qui les intéressent. Fait que c'est vraiment une belle fenêtre, puis je suis vraiment contente de ça. Je vous laisserai avec une citation, en fait, qu'un proche aidant m'avait dit l'année dernière, quelques mois après le... Je vais juste respirer un peu. Après le diagnostic de Simon, j'y avais demandé, on oublie-tu à un moment donné que le proche a une tumeur neuroendocrine? Est-ce qu'on finit par oublier? Puis il m'avait répondu, les autres, je pense que ça faisait 10 ans qu'il avait la maladie. Il m'avait répondu, tu sais, c'est un peu comme conduire sur une route verglacée. Il dit, à un moment donné, des fois, là, tu pognes des stretches, puis tu t'en rends plus compte que c'est glacé. Puis là, wow, tu vas pogner un petit... Juste pour te rappeler qu'il y a quelque chose, mais tu es quand même capable de continuer puis de voyager sans avoir d'accident. Je trouvais que c'était une belle image, puis j'y pense régulièrement. C'est tout. Je ne sais pas s'il y avait des questions. No question? Merci beaucoup pour la présentation et pour le volet aidant naturel. C'est moi qui suis malade. Et effectivement, le rôle des aidants naturels, des fois, on y pense moins ou on prend ça pour acquis. Mais c'est super important de les avoir à côté de nous, que ce soit les enfants, le conjoint. Des fois, les petits-enfants, dans leurs petites questions naïves, nous ramènent dans la réalité. Mais en tout cas, merci aux aidants naturels qui sont là.